Bien, maintenant, on va parler de ce projet-là. Tout d'abord avec Florence Junca-Deneau. Elle est professeure au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM et ancienne présidente de l'AMT. Bonjour, Mme Florence Junca-Deneau. Également Jean-François Minardi, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Minardi. Mme Junca-Deneau, je commence avec vous. Je vous voyais justement écouter mon collègue Olivier Bourque en disant, bon, voilà, on établit certains paramètres. Vous considérez que le Parti québécois, pour ce projet-ci, est très prudent? D'abord, il faut quand même noter que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle? C'est un bon investissement? C'est une bonne nouvelle pour le transport en commun, c'est une bonne nouvelle pour le développement urbain, c'est une bonne nouvelle pour le développement économique dans l'axe de l'Est de Montréal. Maintenant, le Parti québécois, enfin, le gouvernement du Parti québécois est prudent dans son annonce. Il met en place un bureau de projet, ce qui est excellent. Et il ne parle pas de coûts. Donc, je pense qu'il a appris de l'erreur du métro de Laval qui avait été annoncé à l'époque sans aucune étude, à un coût de 33 millions le kilomètre. Qui était bien loin qu'à l'époque, la moyenne était plutôt de 150 millions le coût, le kilomètre, pour réaliser les métros. Et le métro de Laval s'est réalisé dans la moyenne des coûts, d'ailleurs. Donc, c'est une bonne et une sage stratégie de mettre sur pied le bureau de projet et de se dire, quand on connaîtra le tracé, on connaîtra la profondeur, on aura localisé les stations, etc., etc., on va faire un coup, puis on va préparer un budget. C'est sans doute ça qui sera annoncé. Donc, une bonne idée, et jusqu'à maintenant, la démarche est constructive et sage. Est-ce que, alors si 200 millions environ le kilomètre, on peut estimer un projet environ 1 milliard de dollars? Bien là, la moyenne, comme on vient d'entendre, est entre 200 et 300 millions en ce moment. Oui. Ça sera réalisé dans 8 ans, donc il y a une partie d'inflation dont il faut prendre compte. Donc autour de 220 millions, 230 millions, on va le savoir. Quand le coût sera annoncé, si c'est beaucoup plus haut que la moyenne des projets réalisés ou beaucoup plus bas, c'est là où ça tire une sonnette d'alarme. Puis il faut poser les bonnes questions. Bon, si on s'en tient à la moyenne, environ 250 millions le kilomètre. Est-ce que, M. Minardi, on sait que l'État québécois, le consommateur québécois est sous pression financièrement. Est-ce qu'on a les moyens de se payer un projet comme celui-là? C'est ça la question, c'est des coûts importants, on vient d'en parler, on vient évoquer ce qui s'est passé pour le prolongement vers Laval. En général, ce genre de projet, ça coûte cher, ça coûte plus cher que ce qui était prévu au départ. C'est le gouvernement du Québec qui paye, donc c'est les Québécois. Et puis, donc là, on instaurait un bureau de projet et ça serait bien de pouvoir envisager un paradigme différent, peut-être une privatisation, une forme de privatisation. On pourrait avoir un appel d'offres et puis demander à des consortiums québécois ou canadiens ou étrangers qui pourraient concevoir un projet, donc à partir du financement, en passant par la conception, donc la construction et ensuite la maintenance du projet. Ça, c'est des choses qui se font ailleurs dans le monde, c'est des choses auxquelles on ne pense même pas ici. Donc je pense que ça serait intéressant de changer de paradigme et de voir quelles sont les autres alternatives, les autres possibilités. Donc, ça changerait quoi pour l'usager du métro que le privé soit impliqué? Est-ce qu'il faudrait penser à une hausse du prix de transport? C'est pas nécessaire. Dans ce genre de projet, l'infrastructure appartient toujours au secteur public, ça ne changera pas. Mais c'est un projet sur le long terme, on parle de 20, 30 ans, ça dépend vraiment du type de projet. Et c'est le consortium qui est en charge de ce projet. Donc il y a un contrat qui est signé entre les autorités et le consortium gagnant. Et on s'entend sur des objectifs à atteindre et les paiements se font en fonction de l'atteinte des objectifs ou non. Et si les objectifs ne sont pas atteints, il y a même des pénalités qui sont prévues. Donc comment il est rentabilisé pour le groupe privé, un projet comme ça? Eh bien, c'est parce que le groupe privé a l'incitation pour que le projet soit réalisé avec les coûts les plus faibles. On peut faire appel à l'innovation, à l'expertise, puisque ce qu'il faudrait, c'est faire venir des consortiums du monde entier. Ce n'est pas seulement la ville de Montréal qui construit des métros, on le fait dans le monde entier. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pense même pas à ces alternatives. On pense, OK, on continue, c'est le gouvernement du Québec qui paye. Donc voilà, je pense que ce serait temps d'avoir un débat là-dessus. Est-ce que pour vous, là, on parle de moyenne internationale, environ 250 millions le kilomètre. Est-ce que pour vous, si on dépasse, il y a un montant qu'on dépasse, qu'il faudrait stopper le projet?
faudrait carrément vraiment refaire? C'est de voir ou dire à la population, c'est trop cher, on ne peut pas se le payer. Est-ce qu'il y a des montants limites qu'il ne faudrait pas dépasser, selon vous? Je pense qu'il faut être très strict. Si on s'engage d'abord, s'il y a un bureau de projet, il faut qu'on évalue, qu'on soit très strict là-dedans, qu'on s'entende sur le prix et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Et puis, donc voir si on fait une station et qu'on voit que ça coûte trop cher, on arrête. Mais vraiment, c'est le temps de penser aux alternatives. Madame Jonca-Deneau, ce bureau de projet a un mandat de 2 ans. C'est suffisant? C'est trop pour faire les travaux? Bien, le bureau de projet, normalement, il fait les études. Il fait les études préparatoires, il fait toutes les études d'impact environnemental, impact urbain, impact technique, etc., etc. Et puis, il commence à préparer les plans, de façon à pouvoir savoir comme le projet, il ressemble à quoi. Hein, c'est quoi son tracé, en dessous du sol, au-dessus du sol. Puis, il s'occupe aussi des terrains, parce que ça prend des terrains au-dessus du sol. 2 ans, 3 ans, c'est correct. Et d'ailleurs, on a déjà commencé quelque chose, et c'est la réserve foncière sur les terrains, justement, qui seront concernés par le tracé. C'est très sage de faire ça avant une annonce de projet, ça évite la spéculation. Le gouvernement, au fond, se réserve les terrains et peut agir par expropriation. Et ça évite la spéculation. Ce qui a d'ailleurs été le cas du train de l'Est, la spéculation s'est emparée de tous les endroits où il devait y avoir des gares. Il y a quand même beaucoup de défis pour le métro de Montréal. On sait qu'en 2014, on va commencer à intégrer les nouvelles voitures, une construction qui commence potentiellement en 2017-2018. Donc, beaucoup de défis. J'ai abordé cette question avec Normand Parisien, directeur général de Transport 2000. On l'écoute et on revient à notre discussion. Le défi, c'est plus un défi organisationnel qu'un défi technologique. Alors, c'est ça, on doit rester toujours prudent. Vous avez des nouvelles technologies qui ont les réponses ou les solutions à tout. Mais il y a vraiment des systèmes, des modèles qui sont éprouvés. Et l'important, c'est de réaliser par phase plutôt que d'arriver avec tous les chantiers en même temps. Ce qu'on a vu dans les dernières années, ça complique beaucoup la vie et les déplacements de la population. Donc, ça implique que ça ne fait pas longtemps que l'administration aux différents niveaux collabore, que ce soit à Québec, Montréal, Ottawa, même le secteur privé. On va veiller, j'imagine, à diviser le projet par phase pour que ça soit mieux orchestré. Oui. Alors, mais ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a... on a vu plusieurs ministres des Transports en 10 ans. Alors, l'important, c'est qu'il y ait quelqu'un aux commandes. Un peu comme dans un avion, on est beaucoup plus rassuré quand il y a un pilote dans l'avion que juste même penser qu'il puisse ne pas avoir de pilote. Et c'est un risque, on l'a entendu au fil de la journée aussi, des projets majeurs comme ceux-là. S'il y a des changements de gouvernement, changements de ministres, il y a toujours des risques, ça entraîne des coûts, des risques de report. C'est une priorité, c'est un souci, selon vous, M. Mignardi? Moi, je pense que oui, et c'est pour ça que si le secteur privé, un consortium privé, avait la gestion de ce genre de projet, ça se ferait sur le long terme, 15, 20 ans, 30 ans. Et les sommes allouées seraient là, qu'il y ait changement de majorité ou pas, ça ne change rien. Le projet serait mené à son terme avec les coûts qui étaient prévus. Et on l'implique à partir de quel moment, le secteur privé? À partir de la conception, c'est très important, parce que c'est à partir de ce moment-là, à partir de la conception du projet, que le consortium privé peut mettre en place des mesures pour innover. Et ça permet de réduire les coûts, améliorer la qualité. Vous comprenez bien que c'est dans l'intérêt du consortium de construire un ouvrage de bonne qualité, puisqu'il sera là ensuite pour la maintenance. Donc, il faut que les coûts de la maintenance ne soient pas trop élevés. Donc ça, je pense que c'est important. Ça permet d'enlever tout l'aspect politique de la chose. Et ça nous engage sur des sommes peut-être importantes, mais sur le long terme, et on sait que ça va être fait. J'entends déjà la réaction des syndicats du gouvernement qui ont décrié justement la perte de talent parce que les gens ont été vers le privé et il y a eu une perte d'expertise au sein du gouvernement, des ingénieurs entre autres. Quand on parle d'infrastructure, Madame Jonca-Deneau, êtes-vous d'accord avec cette idée d'inclure le privé dans un projet comme celui-là? Bien, je pense que toutes les bonnes idées méritent d'être examinées, là. Il faut voir si c'est applicable ou non dans le cadre d'un prolongement de métro. Il faut l'évaluer, hein. Il faut le regarder, il faut regarder les impacts que ça a aussi au niveau de la maintenance avec la gestion actuelle de la STM qui a
centre d'entretien qui gère l'ensemble du métro. Et c'est des systèmes automatisés, c'est des systèmes intégrés. Donc, il faut regarder jusqu'où peut aller l'entente avec le privé. Est-ce que c'est uniquement pour la conception-construction ou est-ce que c'est aussi incluant la maintenance? Donc, ça vaut la peine d'être regardé. Quels sont les exemples à travers le monde qui peuvent nous inspirer à ce niveau-là? Bien, on peut prendre des exemples, mais qui, comment dire, c'est pas simplement une ligne de métro. Prenez l'exemple, je ne sais pas, de Lyon qui a confié tout son système de transport à une compagnie privée qui en assure au complet le développement, la gestion, la planification. Et le volet politique s'occupe plus des orientations, de la tarification, de la grande planification. Et au fond, ils ont donné en sous-traitance au complet. Je pense que c'est Veolia qui a le mandat. Je ne sais pas si ça a changé récemment. Là. Ça, c'est un exemple qui est connu. Mais là, on est vraiment à un autre extrême. Ici, à Montréal, on a la Société de transport de Montréal qui est organisée, structurée, qui a ses employés, son expertise. Et d'ailleurs, une excellente expertise, puisqu'elle a été, la STM a été qualifiée comme l'année dernière comme la meilleure en Amérique du Nord, comme société de transport. Donc, il y a une expertise là. Le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, évidemment, a accordé plusieurs entrevues aujourd'hui sur la question, entre autres à mon collègue Mario Dumont. On a parlé donc des échéanciers, des coûts, et si en établissant le projet, avec ce bureau de projet qui sera en place au cours des prochaines semaines, des prochains mois, si justement, à partir de ce moment-là, on ne pourra plus reculer. Donc, voici la discussion que je la fais entendre. Je pense que ça serait irresponsable pour un gouvernement de reculer après les étapes que nous faisons aujourd'hui. C'est des étapes importantes. Écoutez, c'est quasiment 40 millions de dollars pour le bureau de projet. C'est un signal très fort qui est envoyé à la communauté de l'Est de Montréal. Je dois vous dire également que politiquement, on indique également que comme gouvernement, après la bleue, pour nous, la séquence, c'est le prolongement de la jaune sur la rive sud de Montréal à Longueuil. Alors, c'est des étapes importantes. Oui, avec la jaune, on est rendu loin dans le temps. Mais c'est pour ça, M. Dumont, que je vous dis, on change les manières de faire. On veut arrêter de rouler la population dans la farine comme le faisait l'ancien gouvernement. Et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, on annonce un projet, mais on sent aussi le message politique, M. Minardi, donc un signal fort envoyé à l'est de Montréal. On parle de la ligne jaune ensuite comme prochaine étape. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous êtes dérangé par peut-être une motivation politique derrière ce projet-là? Ben, ce genre de projet, c'est souvent des projets politiques. Donc c'est pour ça que l'implication du secteur privé, ça permettrait de dépolitiser tout ce genre de choses. Ça permettrait d'évaluer les projets d'une manière objective et ça permettrait d'éviter les dérives possibles parce qu'on a vu ça pour le prolongement pour Laval. Donc ça serait une solution pour éviter ce genre de dérive. Madame Jonca-Deneau. Bien, écoutez, moi je reviens à la notion que c'est une bonne nouvelle pour le moyen terme, là, mais ça ne règle pas tout. Et prioritairement, il ne faut pas oublier qu'il faut trouver l'argent et puis les finances pour finir le renouvellement des voitures de métro, remettre à jour les systèmes de métro qui sont loin d'être terminés, terminer les projets en cours de transport en commun, le SLR sur Champlain qui s'en vient, et surtout prioritairement à court terme pour lutter contre la congestion urbaine, décupler les réseaux de voies réservées pour autobus à Montréal et sur la région métropolitaine, sur toutes les grandes artères. Et ça fait partie aussi des priorités à mettre en perspective. Donc, un grand projet de métro qui est dans le moyen terme en train de réalisation, mais qui ne doit pas faire oublier qu'il y a aussi des priorités financières à court terme. C'est ça. Il n'a peut-être pas lieu d'être tout de suite de ce projet-là, du moins de l'entamer à l'automne 2013. Il y a d'autres projets en cours qu'il faudrait finaliser? Bien, la notion d'un bureau de projet permet de commencer un projet. Et on le sait que ça prend à peu près 8 ans pour, au complet, faire la boucle, là. Mais en même temps, maintenant, il faut aussi s'activer pour le métro lui-même, là. On n'a pas l'argent au complet, là, pour finir la rénovation du métro qui tombe en panne de temps en temps, là. Puis redévelopper les transports collectifs pour donner plus de services et puis arrêter d'être pogné dans la congestion. En quelques secondes, M. Minardi, ce 40 millions pour le bureau de projet, vous l'auriez peut-être mis ailleurs?
Écoutez, il faut voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont nous écouter aujourd'hui et qu'ils vont impliquer le secteur privé. Donc, on ne sait jamais. Moi, je vais être optimiste. En tout cas, votre message est lancé aujourd'hui, M. Minardi. On l'a entendu. Jean-François Minardi de l'IEDN, merci d'avoir été avec nous. Madame Jean Cardonneau, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir. On poursuit la discussion avec d'autres nouvelles après la pause.